Bonjour et bienvenue dans cet épisode des podcasts du festival Travelling 2022 réalisé par Arnaud Vasmer. Le dernier de notre série, nous allons revenir à la ville mise à l'honneur cette année dans les salles de la métropole rennaise, Prague, avec l'un de ses compositeurs, Dvorak. Un quatuor des musiciens de l'Orchestre national de Bretagne interprétera son quatuor à cordes numéro 12. Américain, ce sera le mercredi 2 février à 20h à l'étage à Rennes. Américain, ce quatuor, comme l'est aussi pour ce musicien tchèque sa plus célèbre des symphonies, la 9e, celle du Nouveau Monde américain, l'est aussi l'un de nos deux invités, Marc Feldman, administrateur de l'orchestre. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler de cela avec vous et avec Fabien Boudot, qui est violon super soliste, c'est votre titre, et vous serez donc l'un des interprètes de ce quatuor. Bonjour à vous. Bonjour. Un quatuor qui a, Fabien, quelle place dans votre répertoire? Est-ce que vous avez la familiarité avec cette œuvre? Alors oui, parce que, en quelque sorte, parce que je l'ai joué très tôt. Je l'ai joué au second violon, mais c'est une des premières œuvres que j'ai jouées quand j'étais étudiant au conservatoire à Bordeaux. Et j'en ai un très bon souvenir. C'est quelque chose qui parle beaucoup aux jeunes adolescents, généralement. Pour la dimension western qui va avec. Oui, c'est ça, oui, c'est la dimension grands espaces. On aura l'occasion d'y revenir ensemble. Je voudrais d'abord, avant que l'on parle de ce quatuor, que l'on parle de la musique tchèque et de Dvorak en particulier, puisque c'est le compositeur emblématique né au milieu du 19e siècle, mais il n'est pas le seul tchèque que l'on connaît. Smetana, Martinu, Janacek, que les élèves d'ailleurs du conservatoire joueront dans ce même concert. Alors si pour certains de nos auditeurs ces noms ne sont pas connus, ils ont forcément à l'oreille la connaissance d'un ou l'autre de ces compositeurs parce que leurs musiques sont souvent reprises notamment par le cinéma. Peut-être la question un peu large, peut-être pour vous, Marc Feldman, qu'est-ce qui explique selon vous le fait que la République tchèque, dans cette deuxième partie du 19e et début 20e, elle a pu produire un grand nombre de compositeurs qui sont sortis de leurs frontières et qui ont traversé le temps jusqu'à aujourd'hui? Je vais dire quelque chose, je pense qu'il va parler aux Bretons. C'est-à-dire que la force de la musique traditionnelle dans ces pays était énorme. Donc, on entendait dans les rues, un peu partout, que ça soit de la musique slave, que ça soit la musique gitane, que ça soit la musique juive, que ça soit toutes sortes de musique traditionnelles, partout. Et je crois que ça a beaucoup influencé tous les compositeurs que tu as mentionnés. Oui. De la même manière, c'est-à-dire qu'ils ont fait de la musique savante, la musique écrite, mais en s'inspirant, en étant influencés par cette musique populaire? Chacun de leur style. Oui. Chacun de leur style, oui, je peux répondre affirmatif à cette question. Fabien Boudot, comment vous expliquez que ces compositeurs peut-être reviennent de temps à autre régulièrement dans vos programmes? Après, c'est aussi beaucoup cette dimension assez dramatique dans cette musique et qui est toujours qui parle beaucoup au grand public en fait, qui est assez directe à l'âme en tout cas. Souvent, en effet, la musique traditionnelle est très importante, donc on y retrouve un peu, parce que la musique traditionnelle, on se rend vite compte que elle a beaucoup de similitudes entre les différentes origines et que forcément, elle parle un peu à tout le monde. Donc voilà, mais oui, certainement que c'est une des raisons pour lesquelles cette musique s'exporte très très bien. Ouais. Vous avez parlé de l'âme, vous avez parlé de ces musiques traditionnelles, mais qui racontent quel pays, quelle culture, Marc Feldman et Fabien Boudot, parce que quand on parle de Prague, quand on parle de République tchèque, on va parler tour à tour de différents États, de différentes... l'Empire austro-hongrois, la Bohème pour Dvorak, Janacek n'est pas né en République tchèque, mais bien dans l'Empire austro-hongrois. Donc ça raconte quel pays, quelle culture, et aujourd'hui, quelle proximité avec un monde qui a disparu, Marc Feldman? Ce monde n'a pas disparu. Ah. C'est ce qui est important. C'est-à-dire que l'Empire austro-hongrois continue d'influencer les arts aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très important dans cet empire qui est éclaté après la Première Guerre mondiale. Je ne vais pas dire que tout ce monde vivait ensemble en harmonie, mais tout ce monde vivait ensemble. Ouais. Et tout ce monde-là se côtoyait. Donc Vienne, à l'époque, était vraiment un hub central de toutes ces cultures. Et donc, je pense que ça continue d'influencer le monde aujourd'hui parce que tous ces compositeurs, parce qu'après, on peut parler de Bartók, de Kodály, de Enesco et toutes les autres qui étaient autour de cet empire, qui a influencé la musique
très fortement et qui influence encore, ça commence à re-influencer des compositeurs contemporains d'aujourd'hui qui commencent à retrouver tout ce qui était traditionnel. Et donc, ça continue d'influencer. Ouais. Mais est-ce que ça voudrait dire, malgré tout, malgré ce que vous avez dit, cet ensemble politique et culturel, est-ce qu'il y aurait des traits communs, caractéristiques à cette plus petite géographie qu'est la République tchèque ou qu'est la ville de Prague? Prague n'était pas loin de Vienne, c'était sur la route de Vienne, c'était une des des villes fréquentées en Europe par des musiciens depuis Mozart et avant, on peut parler même de Zelenka. Et je pense que beaucoup de monde européen est allé vers la République tchèque. Et je peux dire aussi une autre chose, c'est que la République tchèque a exporté énormément de compositeurs vers d'autres pays. Parce que Martineau était à Paris, Dvorak aux États-Unis et New York. Et donc, ils ont influencé le monde aussi. Ouais. Est-ce que ça veut dire, Fabien Boudot, quand vous arrive dans votre programme un de ces compositeurs-là, qu'il vous faut interroger ce qu'était la culture de son temps? De toute façon, ça c'est une constante. Enfin, ça c'est toujours, ça fait partie de notre travail d'interprète en musique classique. Mais oui, il y a un langage, mais finalement qu'on retrouve aussi chez d'autres compositeurs, chez Brahms par exemple, ou qui du coup, ça fait partie de notre ADN dans la musique classique, on va dire. Toute cette influence, un violoniste, en fait, oui, forcément, on a, même si, moi, je suis pas Zigane, j'ai pas de formation de Zigane, mais on a tous un peu ça, quand même, en nous, ça fait partie de notre culture violonistique, on va dire. Ouais. Voilà, donc c'est assez facile d'y faire appel, en fait, finalement. Vous avez dit tout à l'heure, Fabien Boudot, qu'il y avait quelque chose de dramatique dans les œuvres de ces différents compositeurs, et notamment ces différents compositeurs tchèques. Et il est vrai qu'une partie de ces musiques sont fortement présentes au cinéma. Alors pour le Quatuor à cordes numéro 12, il a entendu dans le film Zolja de ses compatriotes Zdeněk et Jan Zverak, qui ont été récompensés par un Oscar en 97 quand elle a la 9e symphonie. Alors là, elle a été dans tous les genres. On l'a chez Bergman avec Fanny Alexandre, on l'a dans Le Pacificateur, chez Les Infiltrés, même dans Les Quatre Fantastiques. Comment vous expliquez que cette musique, Marc Feldman et Fabien Boudot, elle vous donne des images à voir et qu'elle servent autant le cinéma? Je pense qu'on parle souvent dans la symphonie du Nouveau Monde ou dans le Quatuor américain, on a toujours cette sensation de grands espaces en écoutant cette musique, peut-être par la gamme pentatonique qui amène ça, qui est très ouverte en fait. Allez-y, vous avez gentiment apporté votre violon. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une gamme pentatonique, c'est ce qu'on retrouve dans pratiquement toutes les musiques traditionnelles du monde. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'elle est dans l'inconscient culturel de chacun. Il y a de ça, et en fait je pense qu'il y a, quand on parlait de nostalgie, enfin quelque chose comme ça, c'est ce qui marche très bien d'ailleurs dans le Quatuor américain, c'est qu'il y a à la fois ce monde nouveau et la nostalgie de ses origines. Et en fait, quand on parle de musique de grands espaces, c'est aussi de grandes distances, en fait. Je pense que c'est aussi ça qui transparaît surtout dans le mouvement lent du Quatuor américain, qui est très nostalgique, avec un très beau thème, en fait, qui montre le mal du pays, en fait. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent, parce que ce sont des gens qui ont beaucoup voyagé, qui ont beaucoup migré en fait dans l'histoire, et cette musique est en fait toujours un rattachement à leur origine, et il y a ce côté en effet nostalgique en fait dans cette musique là, voilà, qui du coup est assez cinématographique pour répondre à votre question. Marc Feldman, vous partagez ça? Je partage, mais je construis dessus. C'est-à-dire, avec la nostalgie, il y a aussi l'émerveillement de découverte. C'est-à-dire que quand ils découvrent les spirituels, les Negro Spirituals, quand ils découvrent le chant des autochtones des États-Unis, qu'on retrouve un peu dans le Quatuor américain, on retrouve des petits trucs, les oiseaux qui sont différents, les trains. Sur des longues distances. Oui, parce que l'histoire raconte qu'il aurait été à un moment de sa composition perturbé par les oiseaux et qu'il aurait saisi le chant des oiseaux pour les mettre dans sa composition. Exactement. Donc c'est tout cet émerveillement de choses qu'il n'a jamais entendues. Et avec la nostalgie, il peut aussi avoir cette fraîcheur le lendemain de dire je suis heureux, je suis dans un endroit que je ne connais pas et j'ai envie de le transmettre. Et ça parle non seulement aux Européens,
la plupart l'américain, sauf les autochtones et malheureusement les gens qui viennent d'Afrique, il y a une bonne partie qui sont européens. Donc ça parle à leur âme européen, mais ça parle aussi à leur oreille américain, et dans les deux sens. Donc je crois que c'est cette dichotomie qui fait en sorte qu'on peut avoir des cowboys dans les mesas de Texas avec les cuivres de Dvorak ou un deuxième mouvement du quatuor ou bien de 9e symphonie où il y a quelque chose de très spirituel au milieu. Et on ne sait pas si c'est tchèque ou américain parfois. Oui. Le deuxième mouvement, c'est entre le blues et finalement un thème vraiment typique de Dvorak. Donc oui, c'est vraiment intéressant comment il a réussi à finalement... de façon très moderne, en fait, à faire c'est presque le début de la world music, en fait, Bien finalement. sûr, absolument. Oui, parce qu'il y a une histoire derrière au moins ces deux œuvres de Dvorak. C'est-à-dire dans les années 1890, il part aux États-Unis, à New York, où il compose cette 9e symphonie avec notamment les spirituals, les chants, anciens chants d'esclaves qu'il inspire et qui fait que c'est diversement apprécié. Et du coup, il part où il fuit après dans un petit village de l'Iowa, où là, il retrouve dans la religion, dans les salons, dans les bars, et il retrouve quelque chose de la République tchèque. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, parce que vous disiez Mark Feldman, il y a à la fois cette nostalgie du temps d'avant et en même temps cette nouveauté, ce nouveau monde, et en fait c'est deux mondes qui se rejoignent. Oui, il y a même l'idée que cette spiritual qu'il a inspiré est devenu un spiritual après. Parce que les gens dans les églises l'ont repris. Et là, il a rempli son contrat, qui était de créer une nouvelle musique américaine. Bien sûr, et c'est intéressant ce qu'il a dit par rapport à ça. Il a dit que la musique spirituelle, la musique des Afro-Américains sera la vraie école américaine. Et ce qu'il a dit était vrai, parce qu'après, quand on parle de jazz et tout ce monde-là, c'est venu de cette école-là. Donc, il a parlé de ça aussi. Donc... Et quand Fabien Boudot, vous interprétez ce quatuor numéro 12, l'américain, vous avez l'impression d'être dans quel monde, justement? Parce qu'entre tout ce qu'on a dit, il y a un peu de tchèque, il y a un peu d'américain, il y a un peu d'aujourd'hui, un peu d'hier. Je dis, il avait le contrat de faire une nouvelle musique américaine, donc véritablement de, cette fois-ci, non plus s'emparer le folklore qu'il y avait autour de lui à Prague, mais d'inventer un folklore, d'où les compositeurs de Miguel Bossière sont beaucoup inspirés de lui pour ces différentes mélodies. Mais pour vous, on serait dans quel monde? C'est le monde de Dvorak. Non, mais c'est un peu une vision un peu fantasmée aussi du nouveau monde. Il y a aussi ça. Faut se remettre à l'époque, en fait, en tout cas dans le contexte. Voilà, donc je pense que c'est pas qu'une question de culture, c'est aussi une question d'époque, de vision du monde. Cette ouverture vers le nouveau monde apporte évidemment de nouvelles opportunités dans la vie et tout ça. Donc je pense qu'il y a une sorte d'espoir. C'est ce que je disais dans la gamme pentatonique, qui est très ouverte, qui amène cette forme d'espoir un peu comme ça, qui restait d'ailleurs dans le... Et oui, je pense que c'est justement arriver à retranscrire ce savant mélange entre les deux qui est intéressant. Et c'est ce que je disais, c'est peut-être penser à ces immenses distances et cette nostalgie qui en découle. Et c'est peut-être ça, en fait, le fond du quatuor américain. C'est aussi ça, c'est aussi cette nostalgie de son pays. Nostalgie, et pourtant il y a quelque chose de très festif dans ce quatuor, de très dansant aussi. Comment il articule les deux? C'est souvent, d'ailleurs, ce sont souvent pour le coup des rythmes très typiques de la musique traditionnelle austro-hongroise pour le coup. Donc tout ce qui est justement dans le troisième, quatrième mouvement, tout ce qui est très rythmique, finalement c'est un retour. C'est presque comme une danse hongroise qu'il y a dans un final de Brahms ou quelque chose comme ça. C'est un peu le même. Donc c'est ce qui permet de revenir à quelque chose de peut-être de familier, quoi, pour lui en tout cas. Qui est devenu familier aux oreilles des Américains, Mark Feldman. C'est un compositeur américain pour les Américains. Oui, c'est vrai. Il a passé son temps à New York, à Iowa. On approprie aux États-Unis beaucoup, surtout à cette époque-là. C'est l'époque où il était à New York, il était à Juilliard, je crois qu'il était au Philharmonie de New York, je crois qu'il a même dirigé, il a surtout composé pour eux. Quelques années après, Gustav Mahler est aussi devenu un compositeur américain aussi. Donc bien sûr, je veux dire que
que ce soit le 9e symphonie, le quatuor américain ou d'autres choses de Dvorak, c'est un des compositeurs les plus joués aux États-Unis. Oui, absolument. Et alors, je posais la question à Fabien sur ces images de western qui nous viennent à l'esprit quand on écoute, même dès le début, hein, dès que commence le quatuor, alors qu'il commence étonnamment, puisque c'est pas par le premier violon, mais c'est l'alto qui va donner qui va introduire en tous les cas cette musique. Comment vous aussi, Marc Feldman, vous expliquez que c'est cet univers-là qui nous vienne à l'esprit quand on l'écoute? Je peux dire que probablement, c'est les très bons marketeurs américains de l'époque qui a pensé que ces images allaient parler avec cette musique. Quand on a le premier appel du corps de 9e symphonie, quelqu'un l'a mis avec un cowboy dans l'Ouest et tous les Américains ont vu ça. Donc dans notre esprit, c'est ça. Donc il y a quelqu'un qui d'abord a pensé à ça. C'est un peu comme Santa Claus aussi. C'est les Américains qui ont créé l'image aujourd'hui. Donc je dirais il y a ça, mais ça correspondait. C'est un peu comme Guillaume Tell correspondait aussi au western à un moment donné. Donc c'est peut-être à cause de la radio, à cause du fait que la radio, plus tard les films de télévision, que les Américains ont ces images qui est revenu en Europe. Donc, je ne pense pas que Dvorak pensait au cowboy. Ça va être ma question. Pensait au cowboy quand il l'a écrit. Parce qu'on est quand même à la fin du 19e, c'est-à-dire le cinéma est tout juste naissant, mais il y a quand même tous les grands spectacles de Buffalo Bill et autres bien sûr. qui utilisent de la musique. Qu'il a vu. Et il avait peut-être ça dans son esprit, mais je crois que l'image dans la tête des Américains vient de tout ce qui s'est greffé dessus après. Après, moi, je ne connais pas suffisamment l'histoire de la musique country, par exemple, mais ça serait intéressant de savoir un peu, parce qu'il y a beaucoup de ça, en fait, finalement. Alors, qui est l'œuf de la poule, quoi. Enfin, voilà, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup... il a dû certainement entendre des groupes de musique country de l'époque, enfin, je sais pas, avec des banjos, des choses. J'imagine très bien qu'il y a dû avoir... Et que justement, il devait y avoir déjà cette couleur-là de musique traditionnelle, on peut dire, si on veut dire de... Il les a entendus. On sait dans ses lettres qu'il les a entendus, le banjo, les Negro Spirituals, et des chants des anciens esclaves, et aussi la musique traditionnelle fiddle. Il y a beaucoup qui sont venus d'Europe, d'Irlande, mais aussi d'Europe centrale. Donc, en fait, ce qu'on est en train de décrire, c'est Dvorak, le parfait américain de melting pot. Ah oui. C'est pour ça que les Américains s'emparent de lui. Mais il y aurait une histoire pour vous, Fabien Boudot, que raconterait ce quatuor quand les auditeurs vont le découvrir là à l'étage? On peut très vite s'imaginer la conquête de l'Ouest, oui. Enfin, moi, je vois bien... je vois bien, il était une fois dans l'Ouest, quelque chose comme ça. non, mais sans tomber dans le cliché du western, mais on ne peut pas s'empêcher d'y penser. On ne peut pas s'empêcher d'y penser, mais oui, en tout cas, cette découverte des grands espaces, des terres nouvelles, tout ça. Enfin, oui, ça forcément, il y a cette couleur-là dans cette œuvre. Oui, il y a vraiment ça. Jusqu'au final, qui en effet une sorte d'éclatement de joie de ça, non. Tous les sentiments y passent ou presque. Oui. Voilà, c'est le quatuor à cordes numéro 12 américain, donc vous donnerez le mercredi 2 février à 20h à l'étage à Rennes avec 3 autres de vos camarades de l'Orchestre National de Bretagne, Fabien Boudot et Marc Feldman. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'était un podcast réalisé par Arnaud Vasmer avec une musique originale de Jean-Baptiste Lebrun pour Clair Obscur, l'association qui organise le festival Travelling, et je vous renvoie vers le site internet clairobscur.info pour avoir toutes les informations sur les horaires, les lieux de ces rendez-vous. À bientôt.